Imaginez un empire qui a vécu dans un état de guerre quasi permanent pendant près de 600 ans, 6 siècles de campagnes militaires, de conquêtes, de batailles incessantes sur 3 continents. Et pourtant, cet empire n'a pas seulement survécu. Il a prospéré, dominé, étendu ses frontières de Vienne jusqu'aux portes de l'Inde, des steppes russes jusqu'au désert d'Afrique du Nord. Comment est-ce possible? Comment un État peut-il financer la guerre pendant 6 siècles sans s'effondrer économiquement? La réponse va à l'encontre de tout ce que nous croyons comprendre sur la guerre et l'économie. Et elle révèle quelque chose de profondément troublant sur la nature même du pouvoir. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes changera votre façon de comprendre non seulement l'histoire, mais aussi le monde contemporain. Parce que le système qui a permis à l'Empire ottoman de survivre pendant 6 siècles est le même qui définit aujourd'hui les relations de pouvoir entre nations. L'Empire ottoman s'étendait de la Hongrie à l'Irak, de la Crimée au Yémen. À son apogée, il contrôlait plus de 5 millions de kilomètres carrés et gouvernait plus de 30 millions de personnes. Pendant des siècles, il était considéré comme l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Mais voici le paradoxe. Cet empire massif, cet État guerrier par excellence, n'a jamais vraiment gagné d'argent par la guerre. Au contraire, la guerre le vidait de ses ressources année après année, siècle après siècle. Alors comment a-t-il survécu? Comment a-t-il continué à se battre quand la logique économique aurait dû le faire s'effondrer? La réponse tient en un mot: la dette. Pour comprendre la longévité extraordinaire de l'Empire ottoman, il faut d'abord comprendre que son succès initial n'était pas principalement militaire. C'était un succès structurel, financier. Les Ottomans avaient construit une machine fiscale extraordinairement efficace. Dès les premières décennies, les sultans ont mis en place un système de collecte d'impôts révolutionnaire. Contrairement aux États européens médiévaux, où la fiscalité était chaotique et fragmentée, l'Empire ottoman avait centralisé la collecte des revenus. Le système fonctionnait sur plusieurs piliers. Premier pilier, la fiscalité agricole. L'Empire était avant tout une société agraire. Les Ottomans avaient développé un système sophistiqué pour extraire une portion significative de la production agricole. Les fameux registres ottomans, les defters, contenaient des informations détaillées sur chaque village, chaque parcelle de terre, chaque source de revenus. C'était un triomphe de bureaucratie et d'organisation. Deuxième pilier, le contrôle des routes commerciales. L'Empire ottoman avait un avantage géographique insurmontable. Il se trouvait au carrefour du monde connu. Toutes les routes commerciales majeures entre l'Europe et l'Asie passaient par son territoire. La route de la soie, les routes maritimes de la Méditerranée, tout passait par Constantinople, par Alep, par le Caire. Sur chacune de ces routes, l'Empire prélevait sa part. Droits de douane, taxes commerciales, frais de passage. L'argent coulait à flot, non pas parce que les Ottomans produisaient plus que les autres, mais parce qu'ils contrôlaient les points de passage obligatoires du commerce mondial. Troisième pilier, les monopoles d'État. L'Empire contrôlait directement la production et la vente de produits stratégiques. Le sel, ressource essentielle pour la conservation des aliments, était un monopole d'État. Les céréales aussi. Ces monopoles généraient des revenus prévisibles et permettaient à l'État de contrôler des ressources essentielles en temps de guerre. Quatrième pilier, la gestion monétaire. Pendant les premiers siècles, les Ottomans ont maintenu une monnaie stable. L'axe gardait sa valeur. Une monnaie stable permettait au commerce de prospérer et à l'État de planifier ses dépenses à long terme. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Tous ces piliers n'étaient pas conçus pour générer de la richesse. Ils étaient conçus pour une chose: extraire suffisamment de ressources pour financer une machine de guerre permanente. Et c'est là que nous arrivons au cœur du sujet. Ce système avait une faille fondamentale. Il pouvait financer la guerre, mais pas une guerre perpétuelle sans conséquences. Les Ottomans allaient découvrir qu'aucun système fiscal, aussi efficace soit-il, ne peut indéfiniment financer une guerre sans fin. Et ce qui vient maintenant explique non seulement la chute de l'Empire ottoman, mais aussi les défis des grandes puissances aujourd'hui. Au XVe et XVIe siècle, l'Empire ottoman était à son apogée. Ses armées étaient invincibles. Ses janissaires terrorisaient les champs de bataille européens. Le système fiscal fonctionnait à merveille, mais quelque chose changeait. La guerre devenait exponentiellement plus coûteuse. Ce n'était pas une question de volonté, c'était une question de technologie.
La poudre à canon devenait la force dominante sur les champs de bataille, et avec elle venait une explosion des coûts militaires. Les canons étaient des investissements massifs. Chaque canon coûtait une fortune à fabriquer. Il fallait des fonderies spécialisées, des artisans qualifiés, d'énormes quantités de métal, et les canons nécessitaient une production constante de munitions. Les canons changeaient aussi les fortifications. Les vieux murs médiévaux ne résistaient pas à l'artillerie moderne. Tous les empires devaient reconstruire leur défense avec des murs plus épais, des angles calculés, des systèmes en profondeur. Chaque ville importante nécessitait des fortifications qui coûtaient des fortunes. Et il y avait les flottes. La guerre navale était transformée. Les galères cédaient la place aux navires de ligne équipés de dizaines de canons. Construire et maintenir une flotte moderne était devenue l'une des entreprises les plus coûteuses pour un État. Pour l'Empire ottoman, ces changements représentaient un défi existentiel. Contrairement aux États européens qui pouvaient se concentrer sur une ou deux frontières, l'Empire avait des frontières partout. Il devait maintenir des armées en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Il devait défendre des milliers de kilomètres de côtes. Le coût était vertigineux et augmentait chaque année. Au début du XVIe siècle, une campagne militaire coûtait quelques millions d'axes. Un siècle plus tard, elle coûtait 10 fois, 20 fois plus. L'inflation des coûts militaires dépassait largement la croissance des revenus. Et il y avait un autre problème. L'Empire ottoman perdait le contrôle des routes commerciales, qui avaient été sa richesse pendant des siècles. Les Européens avaient découvert de nouvelles routes maritimes, Vasco de Gama avait contourné l'Afrique, Colomb avait découvert les Amériques, le commerce mondial ne passait plus nécessairement par Constantinople. Les marchands européens pouvaient contourner le territoire ottoman, évitant ainsi les taxes qui avaient enrichi l'Empire. Les revenus commerciaux stagnaient puis déclinaient. Pendant ce temps, les coûts militaires explosaient. C'est dans ce contexte que l'Empire ottoman a fait un choix fatidique, un choix qui allait définir les 3 derniers siècles de son existence. Il a commencé à emprunter. Si vous appréciez cette approche de l'histoire qui va au-delà des batailles pour comprendre les mécanismes réels du pouvoir, je vous invite à vous abonner. Nous explorons comment l'argent, le pouvoir et la dette ont façonné notre monde. Activez les notifications pour nos prochaines analyses. Revenons maintenant à l'Empire ottoman et sa descente dans l'engrenage de la dette. L'endettement d'un empire n'est jamais soudain. C'est un processus graduel, imperceptible au début. Un petit emprunt ici pour une campagne urgente, un autre pour une fortification, puis un autre pour payer les janissaires qui menacent de se révolter. Au début, ces emprunts semblent raisonnables. Pourquoi ne pas emprunter pour gagner une guerre qui permettra de rembourser avec les tributs des territoires conquis? La logique semble parfaite. Mais l'Empire ottoman, comme tant d'autres, n'avait pas compris. L'endettement externe change fondamentalement la nature de la souveraineté. Au début du XVIIe siècle, l'Empire dépendait déjà de prêts étrangers. Les banques françaises, les marchands génois, les financiers vénitiens prêtaient volontiers. L'Empire ottoman semblait une valeur sûre. Mais chaque prêt venait avec des conditions. Au début, simple, un taux d'intérêt, un calendrier. Mais progressivement, les créanciers devenaient plus audacieux. Ils voulaient des garanties. Que certaines sources de revenus soient affectées au remboursement. Des représentants sur place pour surveiller la collecte. Ils voulaient des capitulations, des privilèges spéciaux pour leurs ressortissants. Les capitulations illustrent parfaitement comment la dette érode la souveraineté. En échange de prêts, l'Empire ottoman accordait aux États européens des privilèges extraordinaires. Les marchands français pouvaient commercer en payant des taxes réduites. Ils n'étaient pas soumis aux lois ottomanes. Si un marchand français commettait un crime en territoire ottoman, seul un consul français pouvait le juger. Ces capitulations créaient des zones d'extraterritorialité au cœur de l'Empire, des espaces où le sultan n'était plus souverain. Et chaque nouveau prêt exigeait l'extension de ces privilèges. Au XIXe siècle, la situation était catastrophique. L'Empire ottoman était pris dans une spirale de la dette. Il empruntait pour payer les intérêts des emprunts précédents. Il empruntait pour financer des guerres qu'il ne pouvait plus gagner. Il empruntait pour maintenir les fonctions basiques de l'État. En 1875, l'Empire a fait l'impensable. Il a déclaré un défaut partiel sur sa dette. La réaction des puissances européennes fut impitoyable. Elles créèrent l'administration de la dette publique ottomane. C'est ici que nous voyons la perte finale de souveraineté économique.
Cette administration n'était pas contrôlée par le sultan. Elle était contrôlée par les créanciers européens. Elle contrôlait directement les sources de revenus les plus importantes de l'Empire. Les taxes sur le tabac, l'alcool, le sel, tout était géré par cette administration étrangère. Chaque mois, ces revenus étaient collectés. Et la première chose qui se passait n'était pas qu'ils allaient au Trésor ottoman. Non, les créanciers européens prenaient leur part d'abord. Ce n'est qu'après que le reste allait au gouvernement ottoman. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'Empire ottoman existait toujours politiquement. Il avait son sultan, son gouvernement, ses armées, mais il ne contrôlait plus son propre argent. Les décisions sur l'utilisation des ressources n'étaient plus prises à Constantinople, mais à Paris, à Londres, à Berlin. L'Empire continuait de se battre. Il participait à la Première Guerre mondiale, essayant de retrouver sa gloire. Mais il se battait avec de l'argent qu'il ne contrôlait pas vraiment, pour des objectifs qu'il ne pouvait plus se permettre. C'est la tragédie finale de l'Empire ottoman. Il n'est pas mort sur le champ de bataille, ses armées étaient encore capables de se battre, sa population était encore là. Mais l'Empire en tant qu'entité souveraine était déjà mort. Il était mort le jour où il avait perdu le contrôle de ses finances. Quand nous étudions l'histoire, nous apprenons que l'Empire ottoman est tombé après la Première Guerre mondiale. Qu'il a été démantelé par les traités, que son territoire a été divisé, qu'Atatürk a créé la République turque moderne, tout cela est vrai. Mais c'est trompeur. Cela suggère que l'Empire est mort à cause de la guerre, de défaites militaires. Ce n'est pas le cas. La vérité est plus subtile et plus terrifiante. L'Empire ottoman était déjà mort avant 1910 à 8, il était mort économiquement, financièrement. Ce qui s'est effondré après la guerre n'était que la coquille vide d'un grand empire. La cause réelle de la chute était la perte progressive de la souveraineté financière à travers l'endettement. Et c'est ici que cette histoire devient immédiatement pertinente pour notre époque. Le mécanisme qui a détruit l'Empire ottoman n'a pas disparu, il est toujours là, fonctionnant exactement de la même manière, affectant les nations modernes comme il affectait les empires anciens. Regardez le monde contemporain. Combien de nations sont prises dans la même spirale ? Combien empruntent pour payer les intérêts de dettes précédentes ? Combien ont perdu le contrôle de portions significatives de leurs revenus à cause de leurs obligations envers des créanciers étrangers ? Les mécanismes sont plus sophistiqués maintenant. Nous avons le FMI, la Banque mondiale, des marchés obligataires complexes. Mais le principe fondamental est identique. Quand une nation s'endette au-delà de sa capacité à rembourser, elle perd progressivement sa souveraineté. Les décisions ne sont plus prises en fonction de ce qui est meilleur pour sa population, mais de ce que les créanciers exigent. Les politiques économiques sont dictées par les conditions attachées au prêt. Les ressources nationales vont d'abord au service de la dette plutôt qu'au développement. C'est la même histoire, encore et encore, à travers les siècles. Les acteurs changent, les technologies évoluent, mais le mécanisme reste le même. La leçon la plus importante que l'Empire ottoman nous enseigne, la souveraineté ne se perd pas dans une décision dramatique. Elle s'érode progressivement, imperceptiblement, un emprunt à la fois, une concession à la fois. Les sultans ottomans ne se sont jamais réveillés en décidant de céder leur souveraineté. Chaque décision semblait raisonnable sur le moment. Chaque emprunt semblait nécessaire. Chaque concession semblait un petit prix à payer. Mais mises ensemble, sur des décennies et des siècles, ces petites décisions se sont accumulées en une transformation fondamentale. Un empire qui avait fait trembler l'Europe s'est retrouvé à genoux, non pas devant les armées ennemies, mais devant ses livres de comptes. Il y a une phrase qui résume l'histoire de l'Empire ottoman et sa pertinence pour notre époque. Dans l'histoire, les empires ne meurent pas sur le champ de bataille, ils meurent dans leurs comptes. Les batailles, les guerres, les conquêtes font les gros titres. C'est ce qui capture notre imagination. Mais ce sont les livres de comptes, les bilans, les colonnes de chiffres, la dette et les intérêts, c'est cela qui détermine vraiment le destin des nations. L'Empire ottoman a survécu à des centaines de batailles perdues. Il a survécu à des sultans incompétents, à des catastrophes, à des épidémies, à des révoltes, mais il n'a pas survécu à la perte de sa souveraineté financière. Nous arrivons à la fin de cette exploration, mais ce n'était pas vraiment une histoire sur le passé. C'était une histoire sur un mécanisme du pouvoir qui transcende les époques, aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a
300 ans. La dette n'est pas simplement une question économique, c'est une question politique fondamentale. C'est une question de qui contrôle réellement les décisions, de qui a le véritable pouvoir dans une société. L'Empire ottoman nous l'a appris de la manière la plus dure, en cessant d'exister. Mais la leçon est inestimable. Elle nous rappelle que la souveraineté est fragile, qu'elle doit être protégée activement et que les décisions financières d'aujourd'hui ont des conséquences politiques sur des générations. Si cette analyse vous a intéressé, si vous voulez continuer à explorer comment l'argent et le pouvoir interagissent à travers l'histoire, je vous encourage à vous abonner. Nous publions régulièrement des analyses approfondies sur ces sujets rarement traités avec la profondeur qu'ils méritent. Activez les notifications pour nos prochaines vidéos. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment la Suède a utilisé des mécanismes financiers innovants pour devenir une grande puissance européenne au XVIIe siècle, une histoire qui contraste fascinante avec celle de l'Empire ottoman. Partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent à comprendre les mécanismes réels du pouvoir plutôt que les récits de surface. Laissez vos commentaires. Voyez-vous des parallèles avec des situations contemporaines ? Votre engagement aide cette chaîne à grandir. Merci d'avoir consacré votre temps à cette exploration. N'oubliez jamais, pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé. Et pour comprendre le pouvoir, il faut suivre l'argent. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mécanismes cachés de l'histoire.